Rebonjour à tous. On a le plaisir maintenant d'accueillir Amélie Boucher. Amélie Boucher qui est une rockstar de l'UX en France et dans toute la galaxie. Amélie elle avait sorti quelques bouquins assez cool et il y en a un qui vient de sortir là, qui s'appelle Expérience utilisateur mobile. S'il y en a là, c'est parce que ils vont être distribués après en fin de session à ceux qui poseront des questions pertinentes. Je sais pas comment tu... On a dit qu'on faisait pas ça. On est les premiers. Sinon c'est dur. Genre, tu dois juger, En gros, c'est toi qui décideras comment tu les distribues. Je te laisse responsable de ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est tout, c'est parti. Allez, à toi. Merci Alexandre. Et merci d'être là. Je suis hyper contente d'intervenir aujourd'hui, en plus dans un cycle de conférences qui s'appelle Codeurs en scène. C'est très cool qu'il y ait des conférences UX et que les organisateurs, mais aussi les gens qui viennent, soient intéressés par le sujet. J'espère que ça vous plaira. C'est vraiment pas des trucs qui font mal à la tête. Tout est normalement hyper compréhensible. Donc vous pouvez vous détendre. Avant d'aller déjeuner, c'est parfait. En plus, après, je crois qu'il y a Laurent qui me suit, qui est aussi une conf de design. Donc je vais vous parler de navigation sur mobile. Je fais de l'UX design dans un micro studio. Micro, ça veut dire à deux. Je bosse avec un visual designer. Et donc, on fait des missions d'UX design, de visual design, etc. Et dans ce bouquin que je viens d'écrire, il y a évidemment plein de sujets. Et je me suis dit, j'étais obligée de choisir. En 3/4 d'heure, on est obligé de choisir. Je me suis dit quel est le sujet qui serait intéressant pour une conférence. Et finalement, je me suis basée sur ce pourquoi les gens viennent me voir le plus souvent. Quand ils font du mobile, et c'était moins vrai, ou c'est moins vrai sur les versions desktop ou fixes, les gens ont pris l'habitude de copier les autres, de regarder ce qu'ils font, leurs concurrents. Ils ont l'impression que c'est assez facile l'interfaçage. Par contre, quand ils attaquent le sujet de la navigation, et pour peu qu'ils aient beaucoup de contenu ou de fonctionnalités, là, ça commence à coincer un peu. Donc, en général, dans les demandes que j'ai souvent on pense qu'on est bon, mais alors par contre, la navigation, qu'est-ce qu'on galère? Donc, je me suis dit que c'était intéressant de faire un focus là-dessus. Pour vous faire un petit sommaire de ce qu'on va aborder, on va d'abord faire un peu d'intro contextuelle sur pourquoi c'est important d'optimiser la navigation sur mobile. J'ai entendu juste avant pas mal de questions sur l'intérêt d'optimiser des temps de chargement. Ne serait-ce que sur la conversion, c'est hyper important. Des gens comme Amazon, par exemple, font des tests comparatifs de versions où ils mettent plus ou moins de résultats dans leur page de recherche. C'est que du texte, hein. Et donc ça met plus ou moins de temps à loader. À des centaines de millisecondes près, il y a de vrais effets sur le taux de conversion. Et ça explique le nombre de résultats qu'on voit dans la première page de Google. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important aussi pour la perception des gens et le fait qu'ils aient envie d'utiliser vos services. S'ils galèrent tout le temps et que, pas pour des problématiques de réseau, ils mettent trop de temps à charger vos services, c'est pas un bon point pour vous. Une fois qu'on aura introduit, on se demandera du coup comment on fait pour essayer d'imaginer des navigations efficaces. Il n'y a pas de technique magique, mais il y a quelques petits principes à suivre pour s'adapter au contexte dans lequel on bosse. On abordera un peu la question des menus. Quel type d'interface de menu on peut choisir? C'est quoi les avantages et les inconvénients de chacun? On parlera de hamburger menu et tout ça. Ça va vous faire saliver, normalement. Et puis on terminera sur la navigation par geste. Ça vous va? Vous avez l'air hyper concentré, c'est cool. Qu'est-ce que ça veut dire naviguer sur mobile? Quand on bosse sur ce sujet-là en tant que concepteur, sur nos tables de travail et en réunion, on a l'impression que ça va être génial, que l'utilisateur va naviguer sur des flots tranquilles, qu'il fera hyper beau et que ce sera super. Et dans la réalité, et on s'en rend compte même nous en tant qu'usagers, en général, c'est plutôt la galère. Et encore, ça c'est quand j'ai pas encore sorti les rames. En réalité, c'est pas forcément la perception qui est dommageable, c'est embêtant que votre utilisateur galère, mais c'est aussi que c'est un gros point de fuite. S'il galère à naviguer, probablement, on augmente le potentiel qu'il s'en aille. Et s'il s'en va, en général, on n'est pas très content, ou nos boss sont pas très contents. Ce qui revient à peu près au même. Donc on va passer 40-45 minutes à essayer de se demander comment on fait
pour fluidifier ces instants-là et faire que les utilisateurs arrivent le plus rapidement et sans erreur à nos contenus. Il n'y a que ça qui les intéresse en fait. Donc la navigation, ça doit être vraiment complètement transparent ou opaque. Je ne sais jamais si on parle du verre à moitié vide ou à moitié plein. En tout cas, ils ne doivent pas s'en rendre compte. Je veux pas que vous pensiez que si on a hyper optimisé la navigation, les gens vont se dire « Waouh, c'est hyper facile de naviguer sur ce site mobile ou sur cette appli ». Non, ils doivent pas s'en rendre compte. Ils doivent pas s'en rendre compte à tel point que du coup, ils ont plus de disponibilité mentale pour accéder au contenu, lire le contenu, le comprendre, commander un truc, bon, dépendamment de votre service, mais en tout cas, faire la vraie vie. Naviguer, on s'en fiche complètement, c'est vraiment de la logistique. On n'a pas de bol en mobile parce que c'est le contexte en lui-même, et on verra plusieurs éléments de ce contexte-là, fait que c'est hyper sensible aux défauts de navigation. On a encore moins le droit, si on a le droit, mais on a encore moins le droit de se planter qu'ailleurs. Pourquoi c'est hyper sensible ? Pour plein de trucs liés aux devices, aux usages, aux gens et puis aux services en eux-mêmes qu'on va énumérer pour introduire. D'abord parce que la vitesse de chargement est vraiment pas toujours au rendez-vous. Ça me fait hurler quand j'entends mais c'est bon, on a des téléphones hyper performants, c'est la 4G. J'ose espérer que chacun de vous galère tous les jours. Moi tout à l'heure, là, j'essayais de charger un truc, je n'y arrivais pas, quoi. Bon, j'ai fait exprès, j'ai pas mis le Wi-Fi. Mais non, mais en vrai, c'est ça la réalité des gens. On galère presque autant que pour ceux qui ont connu les modems 56K. Voilà, on est tout le temps dans des phases d'attente. J'ai fait une conf sur ça, je ne sais plus quand, il y a 2 ans, je crois. Comment gérer l'attente sur mobile ? Pourquoi ? Parce que c'est malheureusement un des écrans les plus vus. C'est terrible, hein. On se fait chier à faire des applications et des sites mobiles. Et en fait, ce que voient le plus souvent les gens, c'est des écrans de chargement. Bref, donc ça ne va pas toujours très vite. Si ça va pas toujours très vite, ça veut dire aussi que si je me trompe, c'est encore plus grave. Ça me prend beaucoup plus de temps. Ça veut dire que j'appuie sur un call to action, ça charge, plus ou moins longtemps, j'arrive sur l'écran, je me dis « Ah merde, c'est pas celui-là », je suis obligée de revenir en arrière, de rechoisir un autre truc, ça recharge, bref. Donc, si je me trompe une fois, ça va. Plus je me trompe 2 fois, plus ça prend de temps, à cause de ces problématiques de chargement. Parce que aussi, le contexte mobile, il n'y a aucune métaphore là-dedans, hein, mais le contexte mobile est propice vraiment au papillonnage. Genre, je fais 12 trucs en même temps, voilà. J'y prends même du plaisir à cette multi-activité et aux ruptures. Je suis en train de, je sais rien, de lire un article sur l'appli du Monde. Ma mère m'appelle, c'est une rupture. On appelle ça une rupture intramobile. C'est un service de consultation de contenu qui est interrompu par un appel téléphonique. Il y a aussi des ruptures mobile, donc extérieur, genre des ruptures de vie, j'en sais rien, je suis en train de faire du Facebook frénétiquement, et puis il y a mon boss qui débarque derrière moi sans crier gare. Là, je m'interromps, j'ai pas d'autre choix, je m'interromps, et du coup, si éventuellement je veux reprendre après, eh ben je vais de nouveau me confronter à la navigation. Donc je vais devoir reprendre. Aussi parce que la durée des sessions d'usage doit, parfois doit être extrêmement limité. En tout cas, c'est ce que les gens ont en tête. Quand je veux, alors souvent on dit dans la vie, quand je veux checker la météo, je veux checker le score, je veux checker voilà. Rien que dans la manière dont je le dis, intrinsèquement, ça veut dire que je pense que ça va aller très vite. Donc il y a une attente de l'utilisateur sur cette rapidité-là. Quand c'est pas le cas en plus et qu'on est en société, c'est un peu la honte, quoi. Genre, j'en sais rien, vous vous souvenez plus de l'acteur qu'il y avait dans tel film, attends, je vais regarder, et puis si finalement vous mettez 3 heures à trouver, votre pote peut déjà avoir trouvé juste avec sa mémoire, quoi. Donc c'est embêtant s'il y a une attente de l'utilisateur concernant la rapidité et qu'en fait elle n'est pas là. Parce que aussi, pas tout le temps, mais il arrive régulièrement que le besoin soit pressant. Je suis dans la rue, je me rends à un rendez-vous, je ne sais pas si je dois aller à droite ou à gauche, je suis obligée de m'arrêter si je n'obtiens pas mon information à temps, si j'arrive pas à naviguer assez facilement. Ça peut être encore pire s'il y a une pression extérieure importante. Je peux non seulement être dans la rue, mais être dans un quartier parisien qui craint, où je me suis déjà fait tirer plusieurs fois mon téléphone, et du coup, il y a encore plus une pression temporelle et contextuelle qui fait que je dois aller vite. Ça va toujours ? Parce que le contexte attentionnel, je crois que c'est la fin, après il n'y a plus de parce que, est dégradé. Dégradé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je suis en train de marcher, donc c'est plus ou moins flou
ce que je regarde. C'est pas le petit truc que le concepteur il avait fait son dessin très précisément, voilà, en mettant le bon call to action au bon endroit. Non, en fait, la réalité, c'est Josh Clark, qui est un mec hyper connu dans le monde de l'UX mobile, qui montre cette image où il y a ce que tu as conçu, qui est hyper bien fignolé, et puis ce que le mec il voit, en fait, c'est du flou. Et c'est vraiment très vrai. Donc il y a ça, il y a aussi qu'il y a du bruit, il y a d'autres choses qui se passent. Donc sur tous les canaux perceptifs, on a une attention qui est dégradée. Ah non, c'était pas le dernier. Parce que aussi on observe sur mobile on peut observer de grandes récurrences d'usage. Récurrence d'usage, ça veut dire j'utilise pas seulement le service une fois, mais beaucoup de fois. Si je veux prendre deux extrêmes, un site e-commerce sur lequel je vais m'acheter une robe, une fois tous les ans, et encore, à l'inverse, Facebook, tout le temps. La grande récurrence d'usage fait que je vais me confronter, me reconfronter, me re-reconfronter au problème de navigation, s'il y en a un. Donc c'est embêtant parce que ça veut dire aussi que plus je le vois, plus j'augmente le potentiel que ça passe le seuil de la conscience. S'il y a un problème de navigation sur un site sur lequel je vais jamais ou très rarement, c'est pas grave, je vais à peine m'en rendre compte. Mais si c'est un service que j'utilise très souvent, ça peut devenir conscient. Et je peux me dire, putain, c'est la galère, pourquoi il y a cet écran-là qui sert à rien et je suis obligée d'appuyer sur un truc alors que j'ai déjà dit avant ce que je voulais. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure de ce genre de choses. Parce qu'on va finir à un moment donné par avoir des illustrations. Bon, en tout cas, il faut faire des efforts. Et ça demande du travail, c'est pas juste inné. Il n'y a rien de magique pour que l'utilisateur puisse aller vite et si possible bien. Et paradoxalement, on remarque, et je le remarque souvent en auditant des services mobiles, qu'on l'empêche d'aller vite et bien. Donc c'est un peu dommage. Comment on se débrouille ? On se débrouille en faisant pas ça. Je vais vous montrer deux grands types d'architecture de l'information ou de principes d'architecturer. Ça, c'est ce qu'on appelle une architecture plate. On dit plat, vous voyez là ? Ouais. On dit plat parce qu'il n'y a que deux actions pour arriver au niveau le plus profond. Par contre, il y a beaucoup de choix à chacun des niveaux. Ça veut dire que potentiellement, à chaque niveau, je dois regarder tous les items et puis ensuite me dire lequel je choisis pour prendre ma décision. L'inverse, c'est ce qu'on appelle une architecture. On appelle ça large aussi. Ça veut dire la même chose. L'inverse, c'est une architecture profonde. J'ai beaucoup de niveaux, mais à chaque niveau, j'ai moins de choix. Donc potentiellement, c'est plus facile. Ça reste de la théorie. En mobile, on observe, et on a observé beaucoup, parce que l'écran est plus réduit, des architectures profondes. Comme j'ai moins de place à l'écran, je suis un peu plus obligée de découper. Vous vous souvenez des premières applis où on ne faisait que naviguer. J'avais un écran où j'avais l'écran d'accueil, je choisissais une rubrique, j'avais que la liste des sous-rubriques, j'avançais exprès parce qu'il y a un vrai engagement physique dans l'utilisation du mobile. J'en étais à ma sous-rubrique, je choisissais une sous-rubrique pour finalement enfin arriver à mon contenu. Donc il y a plein d'écrans qui ne sont que des écrans qu'on dit navigationnels. Ils servent à rien à part naviguer. Il faut qu'on essaie de compenser ça. On essaie de le compenser parce que justement ça sert à rien et que du coup ça met encore plus d'écart entre l'objectif de l'utilisateur et sa réalisation. Donc on va essayer de réduire en vrai la profondeur, donc de faire moins d'étapes. Et puis de bosser aussi sur la perception. Une fois qu'on a tout fait, on peut quand même influencer ce que l'utilisateur va voir pour atténuer cette perception de profondeur. Une des premières techniques, ça va être de favoriser les usages clés. Alors c'est un peu chiant parce que ça demande de s'être vraiment interrogé sur qu'est-ce que l'utilisateur vient faire, de quoi il a besoin et de prioriser. Donc moi, je suis la fille chiante qui arrive en réunion, on fait des exercices comme tout le monde dans Internet avec des post-it, mais en plus, je leur fais faire un vrai travail de hiérarchisation. La question, c'est bon, qu'est-ce qu'on met dans le service ? Alors, on liste, on met en vrac, voilà. Puis après, je dis, et alors, qu'est-ce qui est le plus important ? Tout. Non, tout n'est pas important, et si on se dit que tout est important, et qu'on essaie de prévoir une navigation où tout est accessible en moins de, 2 tapes, on va probablement faire des erreurs, parce que ça veut dire que les usages clés ne peuvent pas être privilégiés. Donc cette priorisation nécessite aussi de dévaloriser les usages qui arrivent plus rarement. C'est pas grave si pour faire un truc qui m'arrive peut-être une fois tous les 6 mois, j'ai 5 tapes. Si ça me permet, à l'inverse, de privilégier l'usage phare qui est celui quand j'ouvre l'appli. Juste un petit clin d'œil sur le fait que
Le mobile, du coup, c'est plus dur, c'est plus difficile d'inventer une navigation sur mobile, mais du coup, cette contrainte de l'environnement nous force à mieux travailler, en fait, à inventer des solutions qui sont plus adéquates pour les utilisateurs. Il y a cet exemple de Kayak, alors ils n'avaient pas au tout début de démarche de mobile first, et donc ils avaient leur version de Kayak, c'est un comparateur. Et ils avaient une version desktop, et puis quand ils ont lancé leur appli mobile, ils se sont dit, on essaie de partir de zéro, de ne pas tenir compte de ce qu'on a en web, enfin en fixe, et on va voir ce que ça donne. Alors il y avait de gros risques, parce qu'ils s'éloignaient vraiment de leur modèle de conception, et il s'est trouvé qu'en fait ça a mieux fonctionné. Il n'y avait pas de bordel, de trucs parasites, de pubs, etc. Et ils ont obtenu de meilleurs résultats business, hein, j'entends bien, de cash, quoi. Ça marchait mieux. Donc, ils ont pris en compte ces enseignements-là pour finalement simplifier leur version web. Quand je dis favoriser les usages clés et essayer d'avoir une navigation qui s'adapte à ça, ça peut vouloir dire carrément ne pas avoir de navigation. Je vous donne quelques exemples. Là, on est sur Linkso. Je vous les décris parce que je pense que vous ne voyez rien. À gauche, c'est l'écran d'accueil de l'application. C'est une application pour gérer ses comptes bancaires. Donc je peux en mettre plusieurs, de différentes banques, etc. Sur l'écran d'accueil, en haut à droite, j'ai un truc qui s'appelle mes comptes, tous mes comptes, le total. Moi, je suis pas très riche, j'ai que 82 €. Et en dessous, j'ai compte chèque, compte épargne. On sait qu'un des usages clés, quand les gens consultent leur compte en banque, c'est de voir aller les 5 dernières, le solde évidemment, mais les 5 dernières opérations, j'en sais rien, est-ce que le mec du fuel, il m'a prélevé, il a encaissé mon chèque, voilà, où j'en suis, quoi. Donc là, je vois le détail, je vois non seulement le solde total, mais le solde de chacun de mes comptes. Donc je vois compte chèque, il me reste tant, ok, j'appuie sur compte chèque, et là je me retrouve sur l'écran de droite, où finalement j'ai exactement la même chose, mais juste en plus grand. J'ai encore tous mes comptes, 82 €, compte chèque, tant, compte épargne, tant. Donc je dois réappuyer sur compte chèque pour finalement arriver au détail de mes opérations. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que l'écran à droite, il sert juste à rien. On l'enlève, c'est pareil. C'est d'autant plus embêtant que j'ai cru, moi en tant qu'utilisateur, qu'en appuyant à gauche sur compte chèque, j'allais arriver au détail. Donc il y a un espèce d'effet bizarre où quand j'arrive sur l'écran intermédiaire qui sert à rien, je me dis, je viens déjà de le dire, que je voulais accéder à mon compte chèque. Donc éviter la navigation, ça s'appelle juste enlever une étape. Toujours dans le domaine bancaire, c'est intéressant de pouvoir comparer. BNP Paribas a cette appli Mes comptes, là, ils appellent tous leur appli de la même manière. On se demande pourquoi. Et alors c'est intéressant parce que là, ils répondent pas à cet usage clé de voir le détail des dernières opérations, mais au truc tout con, genre je suis dans le rouge ou pas. Et pour ça, ils ont deux fonctions. D'abord, la météo de mon compte. Donc, avant même de me loguer, on est obligé de se loguer sur une appli bancaire, avant même de me loguer, je vois si il fait à peu près beau ou si c'est la cata totale et c'est l'orage. Donc, cette fonctionnalité peut me suffire. Je peux ne pas avoir besoin de me loguer. Un peu plus finement, mais toujours sans avoir à rentrer mes identifiants, c'est l'écran qu'on voit à droite, en double appuyant sur mon avatar. Ils ont prévu qu'on puisse mettre sa photo dans son appli Mes comptes, très intéressant. En tout cas, c'est con, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont développé ça, pour rien. En double tapant sur mon avatar, là je vois mon solde. Et là, c'est encore un des usages principaux. C'est pas juste ça va ou ça va pas, c'est ça va à combien, quoi. Et donc, graduellement, il y a ça. Il y a est-ce que ça va ou ça va pas, mon solde, et puis le détail des opérations. Là, je ne me suis pas encore logué, donc j'ai pas navigué. Le double tap, c'est un tout petit bout de début de navigation. Idem sur Shazam. Pourquoi? Alors, ils aimeraient bien autrement, mais les pauvres, ils ont inventé un truc tellement cool que le seul truc qu'on veut faire quand on ouvre Shazam, c'est Shazamer. Bon. Et donc, ils nous disent effleurer. Alors maintenant, c'est plus effleurer, c'est toucher, je crois, mais pareil. Effleurer pour Shazamer. Donc, ils nous demandent de faire un truc. On peut se demander pourquoi, en ouvrant l'application, ça ne lancerait pas directement le Shazam, quitte éventuellement à permettre de l'annuler si jamais je ne voulais pas Shazamer. Ça, c'est éviter la navigation. Pas demander à l'utilisateur une action dont on aurait pu prévoir qui n'a pas besoin. C'était pas très français, ma phrase. Je vous donne l'exemple de l'appli de checker la météo tout à l'heure. Une appli de météo, alors c'est de pire en pire. Maintenant, on peut savoir qu'il va pleuvoir peut-être à 45% entre 13h30 et 14h. Donc, on est incapable de
le truc de vie, ou prendre un parapluie, j'en sais rien, enfin, ou savoir ce qu'on va faire ce week-end. Le truc de vie derrière regarder la météo, c'est des vrais choix, quoi. Je regarde pas la météo pour la beauté du geste. Je la regarde parce que j'ai besoin d'informations qui vont m'aider à prendre des décisions dans la vie. Eh ben, y a des gens qui, au lieu d'inventer des applis de météo, alors en passant, ils sont très très forts, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc de domaine, mais pour inventer des navigations où on passe par plein d'étapes et par plein d'écrans pour rien, y a des gens qui inventent une application qui s'appelle, alors la traduction en français c'est parapluie, c'est pas très joli, mais qui dit juste si tu prends ou pas ton parapluie, quoi. Donc tu l'ouvres et ça te dit oui, non, tu prends ton parapluie. Donc là, j'ai pas de navigation à part appuyer sur l'icône de l'appli. Mais c'est déjà une navigation. Donc ils ont un peu mieux, ils ont carrément un système de notifs. C'est-à-dire, avant même que tu penses à te demander si peut-être faudrait prendre ton parapluie, ben on te le dit. On te le dit quand il faut. On te dit pas quand il faut pas. Voilà, ça c'est éviter la navigation. Donc c'est pas juste ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas juste une histoire de menu, d'interface, mais aussi vraiment de prise en compte des besoins utilisateurs, des usages de leur vraie vie. Et pour ça, il faut aller les interroger ou aller observer de quoi ils ont besoin et ce qu'ils font. Deuxième grand principe, c'est de travailler sur la réalité vécue de l'architecture de l'information ou de la navigation et pas juste sa théorie. Donc en gros, pas rester dans son bureau à dessiner des boîtes et des flèches, mais aller vraiment tester, en se mettant dans la peau des gens, les vrais parcours. Donc ces écrans qui précèdent le premier écran utile sont hyper importants. On les met souvent sous le terme d'onboarding en général, mais en gros tous ces tutoriels qui précèdent l'usage d'une application et en gros que personne ne regarde et où on fait comme ça le plus vite possible pour enfin arriver à quelque chose. J'avais envie juste de vous donner quelques tips pour savoir comment mieux les concevoir. Parce qu'on nous les impose souvent. Ouais, mais c'est tellement joli. Et puis l'utilisateur, il va swiper comme ça. Bon. Donc si on est obligé, au moins on peut appliquer des principes qui vont faire que c'est moins pire. On est beaucoup, c'est triste, mais dans notre métier, on est beaucoup dans le moins pire. On n'est jamais dans l'idéal, on est toujours dans le compromis. Bon, voilà. Donc, quand on fait des écrans comme ça, au moins, on essaie de les réserver à des éléments vraiment stratégiques et qui sont discriminants pour l'utilisateur. On verra un exemple un bon exemple, parce que ça m'arrive de montrer un peu trop souvent des mauvais exemples. De ce micro, ça va pas du tout. Bon, je sais pas ce que je fais. C'est important de vous montrer des exemples de grandes entreprises qui ont parfois de grosses équipes UX avec des gens très intelligents et très compétents, mais qui malgré tout font des erreurs. On en fait tous, c'est comme ça, c'est la vie. On s'améliore et on ne fait qu'affiner. Je dirais même qu'on n'a jamais fini d'optimiser l'UX d'une application. C'est pas très rassurant, mais c'est le cas. Donc, on réserve ces écrans-là aux éléments vraiment stratégiques. On n'en met pas trop. Faire un exemple là. En plus, j'ai un peu de mal à crier, donc on n'en met pas trop. On le met plutôt en contexte. On verra aussi des exemples, plutôt que des écrans vraiment dédiés qui précèdent les écrans de contenu. Et puis, on fournit une porte de sortie, genre sauter, passer, continuer, etc. D'abord, on choisit qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. C'est ce que je voulais vous dire. On choisit les éléments stratégiques. Là, on a quand même à gauche SoundCloud, au milieu Arte, à droite Pinterest, donc quand même un peu des gros, qui trouvent rien de mieux que dans leurs écrans de tutoriel au lancement de l'application, montrer et promouvoir le fait qu'ils ont une fonctionnalité de recherche. Parce que la recherche, comme chacun sait, c'est hyper original. Là, j'apprends rien à l'utilisateur, mais surtout, j'occupe, terrible à dire, mais c'est un peu l'espace cerveau disponible pour un truc qui est pas intéressant. Donc, du coup, j'en fais un gros point de fuite. Alors, quand il y en a qu'un, ça va. Quand il y en a plusieurs, ça commence à être compliqué. Un bon signal, c'est quand vous commencez à... J'ai pas repéré comment j'arrive à le rallumer, donc ça risque d'être folklore. Il reste 21 minutes sur mon chrono là. Donc un signal, c'est quand vous essayez d'expliquer avec des flèches à peu près chaque élément de votre interface là. C'est que certainement on est un peu mal barré. Là, on est sur l'appli Mes courses de l'INPES, les gens qui font manger et bouger. Donc ils font une appli qui est une appli de liste de courses.
J'ose espérer que sur une telle appli, le bouton qui est en haut à droite et qui est un plus sert à créer une liste. Je pense que j'aurais pu m'en douter. Que pour accéder à une liste, il faut appuyer sur son nom. Voilà, ils décrivent vraiment l'évidence et ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas juste c'est embêtant et je perds mon temps. Ça veut dire je risque de me barrer à ce moment-là. Pour toutes les raisons de rupture qu'on a dit au début. C'est pas juste je me dis « Oh, c'est trop nul, ils expliquent l'évidence, je m'en vais ». Non, c'est qu'il y a d'autres facteurs dans ma vie qui font que à ce moment-là, j'étais destinée à m'en aller. Un mauvais exemple, mais un exemple sur l'appli du Monde, c'est mon préfacier qui va être content, qui est le directeur produit au Monde. Et d'ailleurs, ils sont hyper bien, hyper compétents, mais quand même, ils nous fabriquent un tutoriel après l'installation de l'appli. C'est même pas l'installation de l'appli, c'est juste la mise à jour, c'est encore pire, de 8 écrans. 8, c'est énormissime. 8 écrans que je peux pas passer et dans lesquels on me raconte, alors, je dis pas que tout est acheté, c'est pas qu'on me raconte des trucs inintéressants, c'est juste que c'est pas le bon moment. Il y en a un, par exemple, je me souviens plus le combientième, le troisième en partant de droite, qui m'explique que je peux refermer un article en le faisant glisser vers le bas. C'est intéressant en soi. Mais à ce moment-là, je suis pas du tout dans de bonnes dispositions mentales pour l'entendre. Je veux pas le savoir. Même en test utilisateur, les gens ne regardent même pas, quoi. Donc, ce bout de pédagogie-là, pourquoi pas, mais il faudrait la mettre au bon moment. Le bon moment, déjà, ça peut être quand j'ai déjà accédé à du journal. J'installe l'appli du Monde, ou sa nouvelle version. Je veux quoi? Je veux du journal. Là, je vois rien, en fait. Je vois des applis de tutoriel, des écrans de tutoriel. Donc quand j'ai vu du journal, un peu plus finement quand j'ai déjà accédé à un article, sinon aucun intérêt d'apprendre à le fermer si de toute façon je lis pas d'article. Et puis peut-être quand j'en ai déjà fermé un d'une autre manière, un peu plus classiquement. Genre j'ai appuyé sur la croix pour fermer un article, là on peut me dire est-ce que tu sais que pour aller plus vite, il y a un geste pour le faire plus efficacement. Là, je vais être plus à même d'abord de comprendre ce qu'on me dit, de mémoriser comment faire, parce que là on essaie de m'apprendre 12 trucs en même temps, c'est bon, j'ai un cerveau d'humain donc je vais rien retenir, si tant est que je m'y sois intéressée. Et en plus du coup je vais me dire ah oui d'accord, je vais comprendre l'information qu'on est en train de me donner. Et ça on peut l'appliquer sur à peu près tous les écrans de ce tutoriel. Ils font des trucs bien quand même, genre la matinale. Et dans la matinale, on me dit deux trucs intéressants parce que j'aurais pas pu les apprendre sinon. On me dit sur le premier, dès 7h, scannez rapidement l'actualité du jour et choisissez vos sujets. On me dit, et on me montre avec une illustration que je vais pouvoir le faire avec un swipe. On me dit pas, c'est super, sur cette application, tu vas pouvoir swiper de gauche à droite comme sur Tinder. Non, on me dit à quoi ça me sert dans la vie. Et on me dit un truc que j'aurais pas pu deviner sinon, c'est que c'est dès 7h. Donc ça sert à rien de venir à 6h30. Donc là, j'apprends quelque chose. Le deuxième, c'est que je pourrais accéder à cette sélection offline. Et là aussi, ça a une grosse valeur. J'aurais pas pu le deviner. Et là, je comprends encore mieux l'utilité de l'application. J'en ai que 2, je peux me permettre. Ça marche mieux en général de faire de la pédagogie en contexte. Donc avec ce genre de petites bulles, où on va pointer certains éléments. À un moment donné, il reste 20 minutes. Faux, il en reste 17. Tu vois, j'ai prévu un peu plus pour les questions, je suis sympa. De toute façon, je suis toujours à la bourre, donc c'est à ce moment-là que je commence à speeder. Bref, c'est intéressant en contexte parce que, d'abord, c'est moins intrusif comme format. Je me prends moins un mur en pleine gueule. Je peux faire autre chose, je peux regarder, mais je suis pas obligée. Et puis ça montre précisément un élément contextuellement, donc je vais potentiellement mieux comprendre. Par contre, c'est pas le format qui fait la bonne pratique. Genre, sortez pas en vous disant Amélie a dit que des petites bulles c'est trop bien. Genre, sur Foursquare, ils poussent le bouchon un petit peu loin. Alors ils nous écrivent en plus des gros paragraphes. La trad a eu un loupé quelque part. À l'ouverture de l'application, on dit « Nous sommes toujours à la recherche de ce que tu aimes. Tu peux à tout moment taper ici pour nous dire ce que tu préfères. » Ok. Et donc, tu peux répondre « C'est noté ». Enfin, il y a un call to action pour fermer le truc. Et comme ils veulent faire un peu de design émotionnel avec un ton éditorial sympa, c'est pas fermé ou masqué, c'est noté. Ok, t'appuies sur « C'est noté ». Mais c'est pas fini. Dès que tu viens de faire ça et que tu accèdes à un autre écran, on te dit, lorsque tu arrives sur cet écran, Foursquare devine où tu es pour te dire quels sont les meilleurs endroits dans les parages. Mais c'était déjà marqué ici en dessous. Donc, j'ajoute rien comme information. Et tu peux dire cool.
Donc tu appuies sur cool. Troisième écran, idem. Et là, j'ai l'impression en plus que plus on avance, plus ils augmentent le nombre de lignes. On te dit un autre truc auquel tu peux dire aussi cool. Donc tu redis cool. Mais en fait là, t'en peux déjà plus. T'en peux déjà plus parce que, ok, c'est pas intrusif comme format, mais quand même, ça vient de polluer. T'as juste envie d'utiliser l'application. Le dernier, c'est la cata totale. On te dit de toucher ici parce que ce sont les meilleurs filtres et tu peux dire magique. T'as juste envie de plus jamais utiliser Foursquare. Et c'est pas l'interface en elle-même qui est pas bonne, c'est le moment. C'est juste à quel moment je dis ça. Je pourrais faire exactement la même pédagogie, si tant est que ce soit intéressant, parce qu'il y a des trucs pas très intéressants, mais qui est divisé en 4 éléments, à 4 moments de vie différents, et pas juste successivement. Ça changerait tout en termes de perception. C'est aussi plus indiqué d'attendre que le mec soit engagé dans l'action avant de proposer comme un malade. Je pense au monde. Le monde, mon modèle mental, c'est que je vais voir du quotidien, de l'actu. Je peux proposer à l'utilisateur de d'abord regarder et puis après de lui montrer des choses pour lui enseigner, j'en sais rien, des gestes, mais éventuellement d'autres choses. Wroblewski, qui est un mec hyper connu en UX mobile, appelle ça le just-in-time education. Donc il y a un vrai bon moment pour tout. Ça peut prendre ce genre de format. C'est parce que j'ai fait quelque chose qu'on se permet de m'enseigner ou de me donner un message. Je vais juste prendre l'exemple du milieu qui est Beta Series. J'installe l'application. C'est pas à ce moment-là qu'on me dit que je vais pouvoir marquer que j'ai lu un épisode en swipant. C'est uniquement quand j'ai ajouté une série. Oui, parce que si j'ai pas ajouté de série, ça me sert à rien d'apprendre comment faire pour noter que j'ai lu un épisode. C'est vraiment ça, just-in-time education. Et ça change tout. Troisième principe, je crois que j'en suis au troisième. J'ai pas mis de numéro, c'est pas très malin. On essaie de prévoir des possibilités de navigation transversale. Navigation transversale, c'est je vais passer d'un écran ou d'un contenu à un autre sans respecter l'architecture de l'information théorique qui a été faite. Autrement dit, je prends des raccourcis. Je saute d'un écran à un autre. Cette navigation transversale, elle rend l'utilisateur très efficient. Efficient, c'est être efficace, mais au moindre coût. Je suis efficace, mais rapidement, sans faire d'erreur. Donc, elle peut rendre l'utilisateur plus efficient, mais selon le contexte, elle est plus ou moins intéressante. Je suis sur le bon coin. L'usage clé, c'est j'ai fait une recherche, j'arrive sur une liste et je vais faire plein d'allers-retours entre la liste et les fiches. Je vais regarder un truc, je vais appuyer. Ah non, pas du tout. Les photos sont trop moches, horribles. Je reviens, j'en reprends un autre. Et voilà. Donc, je vais faire beaucoup d'allers-retours entre la liste et le détail. Une fonctionnalité toute conne de suivant précédent, comme il y a en haut à droite, me permet de faire ce raccourci, d'aller directement d'un résultat à un autre. Mine de rien, quand on reprend tout ce qu'on a dit au début sur le contexte, ça va vraiment me sauver du temps. Il y a aussi de la navigation transversale sur le monde. Ils font quand même globalement les choses assez bien. Je déteste leur tutoriel, mais sinon c'est vraiment intéressant en termes d'UX. Et ils sont rares ceux qui tentent des choses aussi impactantes. Bref, je peux passer d'un article à un autre en swipant. C'est invisible. J'ai rien qui me l'enseigne, à part le tutoriel du début. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je peux de toute façon faire autrement pour lire des articles. C'est pas l'histoire de ma vie de savoir que je vais pouvoir swiper d'un article à un autre. Peut-être même, si j'utilise suffisamment souvent l'application, je vais pouvoir le découvrir par moi-même, par hasard. Et ça ira très bien. Une fois qu'on a bossé sur la réalité de l'architecture de l'information et de la profondeur, il faut éventuellement qu'on optimise la perception. Je vous donne 2 exemples différents. Je suis sur Colette. On a donc des rubriques, des sous-rubriques d'un site d'e-commerce. Classiquement, ça ressemble à ce que je vous disais au début des anciennes applis où j'ai des rubriques, des sous-rubriques, des sous-sous-rubriques, et puis enfin j'arrive à une fiche produit ou une liste. Là, j'ai une perception de lourdeur de l'interaction. Je passe par des écrans qui servent qu'à naviguer. Avec exactement le même type d'architecture de l'information, ce sont aussi des rayons et des sous-rayons. Le fait d'ouvrir le menu latéral en contexte, sans rechargement, et de pouvoir plier, déplier chacune des rubriques me donne une perception qui est tout autre. C'est la même navigation, hein. J'ai rien changé en termes fonctionnels, j'ai changé que la manière dont ça se présente. Et ça a un effet sur le fait que je me dise c'est lourd ou pas de naviguer.
dernier principe, enfin principe suivant, on va dire, je me plante toujours de toute façon, c'est d'adapter la surface active, donc là où je peux appuyer ou faire quelque chose, à la fréquence de l'action. Je suis sur des applications tablettes pour faire mes courses en ligne de Drive. À gauche, j'ai Chronodrive, à droite, Leclerc. Un des usages clés, ça va être d'ouvrir et de fermer des fiches pour quand même vérifier ce qu'il y a comme ingrédient dedans. C'est pas des trucs que j'achète souvent. À gauche, je peux appuyer n'importe où autour de la fiche, c'est-à-dire dans les zones qui sont opacifiées pour fermer. À droite, je suis obligée de viser le libellé que vous voyez sans doute même pas, qui est en haut à gauche, qui s'appelle fermer. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps de repérage et de visée du libellé. Là, on complique la vie de l'utilisateur. Oui, il était là, mon enfant. On peut aussi prévoir une navigation élastique. Et là, pour le coup, c'est pas juste tout le monde. Vous imaginez une navigation et des parcours par lesquels passent tous les utilisateurs selon leurs besoins. C'est pour un utilisateur donné, on va prévoir une navigation flexible. On peut demander à l'utilisateur de personnaliser, genre de mettre des favoris. C'est pas très indiqué et en général, on a un taux d'engagement qui est pas fort parce que c'est difficile puis on n'a pas envie. Et puis, on peut faire des trucs un peu plus malins de personnalisation implicite. Genre Inbox, quand je décide d'écrire un message, il attend pas que je commence à taper le nom de quelqu'un, il me propose déjà mes 3 destinataires préférés, parce qu'il se doute que, parce que ça fait 10 fois que j'envoie un message à mon mec aujourd'hui, ben peut-être ça va encore être un 11e pour lui. Et il a pas tort en plus. Et Alexandre, il aura pas la même nav que moi, parce que il a ses usages à lui. Donc j'ai mon Inbox, il a le sien. Ça, c'est de la navigation élastique. Et ça me permet d'être plus efficiente. S'il se trouve que je vais écrire à quelqu'un d'autre, ça marche aussi. Mais par contre, pour mon usage principal, là, ça va me permettre d'aller plus rapidement. Troisième grande partie, est-ce qu'on utilise un menu visible ou un menu caché? C'est le débat sans fin du hamburger. Alors tout le monde signe sa mort. Moi, je voulais juste remettre les choses Ça vous parle? Tout le monde veut la mort du hamburger? Je vois des oui et des non. Alors c'est un truc de designer. Le hamburger, c'est le menu que vous voyez en haut à gauche, là de Netflix par exemple, et qui va déplier souvent un panneau latéral. On observe quand on regarde les taux de conversion et d'engagement marketing que bizarrement, ça fait que les gens utilisent moins les fonctions. Bah oui, elles se voient pas, donc il n'y a pas de pouvoir suggestif. Mais par contre, selon votre contexte, ça peut être une bonne manière de présenter un menu. Donc on va regarder qu'est-ce qui fait qu'on utilise ou on recommande d'utiliser un menu caché ou un menu visible. Menu visible, c'est la tab bar un peu à l'ancienne que vous voyez à droite, enfin, vous voyez presque, sur Fitbit. J'ai en bas des pictos avec un libellé qui me permet de passer d'une rubrique à une autre. Quand est-ce que vous pouvez utiliser un menu directement visible? Quand est-ce que c'est recommandé? Ben justement, quand je dois avoir un pouvoir suggestif. Autrement dit, quand je dois donner une idée à l'utilisateur. Genre, il ne sait pas qu'une fonction existe. En la voyant, ça peut lui donner une idée. Alors que si c'est caché dans un menu, c'est mort. Il la découvrira jamais. Et tout le monde n'a pas besoin d'avoir un pouvoir suggestif. Parce que quand je dis ça à mes clients, ils me disent « Ah mais oui, mais on veut qu'ils utilisent tout. » C'est pas vrai. Il faut vous forcer à hiérarchiser. Lorsque j'ai un besoin d'efficience fort, je dois atteindre rapidement une fonction. Sur Instagram, heureusement que poster une photo, c'est juste là sous mes yeux et que je ne dois pas déplier un menu pour le faire. Lorsque le menu contient peu d'items, autrement dit, quand vous pouvez. Lorsqu'on n'a pas beaucoup de problématiques de place à l'écran, quand c'est possible d'afficher le menu. En général, on se bat pour le moindre pixel, mais il y a des services dans lesquels c'est possible. Et puis, quand, en tant qu'utilisateur, j'ai besoin souvent de passer d'une rubrique à une autre. Parce que du coup, si c'est caché dans un menu, à chaque fois, je dois afficher le menu. Donc, ça va me faire autant de tapes en plus. En passant, un menu visible, c'est pas toujours moche. Vous irez regarder parce que là, on voit pas grand-chose. On est sur une application qui s'appelle Artsy. Et en bas, on a un menu qui est visible, mais qui est très sympa visuellement, un peu moderne, et qui remplit du coup les objectifs de menu dans ce contexte-là. Parce que pour eux, c'est important que les gens voient les différentes rubriques et puissent passer de l'une à l'autre. À l'inverse, quand est-ce qu'on utilise un menu caché? Quand dans le menu, il n'y a rien de stratégique. On verra des exemples après. Quand votre écran, par défaut, ça contient déjà la grande majorité de ce que l'utilisateur va vouloir faire. C'est le cas de quasi tous les réseaux sociaux et de toutes les interfaces à base de newsfeed, en fait, où mon usage, ça va être de scroller pour voir ce qui se passe. Dans le menu, je peux tout à fait mettre tout le reste.
lorsque l'utilisateur se doute que la fonctionnalité existe. Genre connexion à un compte utilisateur, selon le service, ça peut être plus ou moins important. Je peux éventuellement le cacher si c'est accessoire. Partager l'application aussi, je peux le cacher, en passant. Lorsque, de toute façon, je vais rencontrer les rubriques dans mon flux d'interaction normal, justement, la connexion à un compte utilisateur, si je fais de l'e-commerce, à un moment donné, de toute façon, on va me demander de me connecter ou de créer un compte. En tout cas, je vais passer par un process de commande. Donc, je n'ai pas forcément besoin de l'afficher tout le temps. Et puis, lorsque la liste des rubriques est longue, genre un quotidien ou un magazine de sport où il y a 15 sports affichés, ça va de toute façon être compliqué d'afficher le menu en entier. Quelques exemples où le menu caché, ça peut marcher très bien. Une boîte mail, toutes les boîtes mail. Consulter mes brouillons, c'est pas l'usage le plus fréquent. Ça peut tout à fait être caché. Au milieu, on est sur la fourchette. Quasi tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des trucs vraiment dont je me sers beaucoup plus rarement que le reste. Mes réservations, mon espace fidélité, mes favoris, mon profil, suggérer un restaurant, des connexions. Ça marche très bien de les mettre dans le menu. Il n'est pas hyper loin, hein, c'est un tap pour l'afficher. Hein. Donc c'est acceptable. Et à droite, c'est Hook, qui fournit un bon plan, c'est un truc pour les garçons, je devrais vous parler. Un bon plan par jour, et l'historique des jours précédents est dans un menu latéral. Ça me va très bien. Non seulement ça me va très bien, mais je préfère qu'ils fassent comme ça, plutôt qu'ils aient un menu qui vienne en compétition avec le contenu. 4 minutes, ça va être très très chaud. Hein. J'ai dit que je speedais, je speed pas du tout. C'est la catastrophe totale. En passant, c'est pas parce qu'on cache des trucs dans le menu hamburger ou peu importe comment on l'appelle, dans le menu caché, que je peux pas avoir des pushs de navigation sur les entrées clés dans le cœur de page, sur l'écran par lequel arrive l'utilisateur. C'est ce que fait très bien Apple, c'est ce que fait Paleoplate, c'est ce que font plein de gens. Et ça fonctionne. C'est aussi une manière de mettre en avant les rubriques les plus importantes. Un menu caché, ça peut aussi être une technique pour permettre de faire cohabiter deux menus. Un plus stratégique, là on voit qu'il y a une dichotomie entre list et places en bas, avec des pictos accessibles tout de suite, et puis tout le reste est dans un menu latéral. Parce que c'est des choses moins importantes. Idem sur Dropbox, alors là c'est plus hamburgers, mais c'est meatballs, comme les appelle Wroblewski, parce que c'est 3 petits points. Il est très dans la métaphore culinaire. Dropbox, j'ai un menu visible tout le temps en bas, d'usages principaux, et les options sont dans ces boulettes en haut à droite. Ça marche très bien parce que c'est des options, si j'en ai besoin, je vais les chercher, de toute façon. Si je veux créer un dossier, je vais regarder où est-ce que je pourrais créer un dossier. Je n'ai pas besoin de pouvoir suggestif. Je m'en fous de donner l'idée aux gens de créer un dossier. Donc, en résumé, un menu caché, ça marche bien quand l'utilisateur cherche à faire quelque chose. Ça marche moins bien quand on veut lui donner des idées. Vous le répéterez pas, mais du coup, ce que j'ai dit, c'est qu'on a le droit de mettre des menus hamburgers. En tout cas, c'est pas interdit. Tout dépend du contexte. Par contre, il faut être bien conscient que ça n'a pas de pouvoir suggestif. Quelques tips pour, si vous avez choisi un menu caché, quand même faire moins pire ou lui rajouter, le pimper un peu pour qu'il soit un peu plus suggestif, éventuellement. D'abord, un picto conventionnel, un picto visible. J'ai fait un petit test utilisateur avec l'œil tracking sur l'appli de Yahoo News Digest. On voit qu'il y a un menu qui est en haut à droite. On aurait pu dire, on ne sait pas, en haut à droite, est-ce que les gens vont le trouver? Ils ont plutôt l'habitude que ce soit à gauche, etc. On s'en fout. 9 sur 10, en première intention, appuie sur ce menu. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul. C'est le seul endroit où on peut voir un menu, donc ça marche très bien. On peut aussi ne pas avoir juste ce picto de liste, mais plutôt un picto qui décrit le contenu du menu. Genre sur Uber, le contenu du menu, c'est quasi que, si je me souviens bien, des options liées au profil. Donc le picto qui désigne ce menu-là, c'est un picto de bonhomme. Voilà. Ça, c'est un élément qui décrit sémantiquement le contenu qu'il y a dans le menu. J'allais dire le dernier, c'est pas le dernier. Je peux mettre un libellé aussi. Menu à côté du picto. Ça va non seulement le rendre plus visible parce que ce sera plus grand, mais aussi plus explicite. C'est le cas sur le site de Petit Bateau et l'application de la RATP au milieu. Un système de notifs va aussi intrinsèquement, à des moments bien précis de l'interaction, attirer l'attention de l'utilisateur sur le menu. Donc ça peut être un moyen de le mettre en avant. Et puis en dernier, vous pouvez avoir carrément dans le flux d'interaction imposé par le service une visibilité plus grande du menu. Sur VSCO, par exemple, à chaque fois que j'ouvre l'application, j'arrive sur le menu.
Du coup, je fais un choix sur quel écran je vais aller. Et puis après, il se replie. À droite, il est replié, mais du coup, comme je l'ai vu, je sais qu'il est là. Je sais que si je veux naviguer, c'est à cet endroit-là que je dois aller. Pourquoi c'est utile de cacher? J'ai décidément prévu beaucoup trop de choses. Parce que sur mobile, on doit beaucoup utiliser notre attention sélective. L'attention sélective, c'est hyper bien traduit par ce qu'on appelle l'effet cocktail party. Vous êtes dans une boum, il y a de la musique à fond, vous buvez, vous discutez, il y a un brouhaha fou. Pourtant, vous êtes capable de maintenir une conversation avec quelqu'un. Mais si quelqu'un d'autre dit votre nom à côté, ça va attirer votre attention. Vous allez dire oui, alors que pourtant il y a vraiment un brouhaha. On sait que en termes mentaux, vous allez analyser tout ce qui se passe pour pouvoir ensuite dire bah, ce signal-là il m'intéresse, ce signal-là il m'intéresse pas. Et ça demande vachement de ressources mentales. Évidemment, on s'en rend pas compte, sinon on mourrait très vite. Mais quand même, ça demande de la ressource mentale et c'est prouvé. Voilà, ça commence à se transformer en rouge parce qu'il reste 12 secondes. C'est terrible. En design interactif, on va essayer d'aider l'utilisateur à inhiber, on dit les distracteurs, à inhiber ces signaux qui servent à rien. Donc à inhiber le bruit ambiant. Donc évidemment, c'est plutôt visuel. Pour ça, on peut utiliser la notion de moment d'interaction. Sur Stellar, par exemple, le menu en bas, visible, s'affiche au lancement de l'application. Et puis dès que je commence à scroller, il s'efface. Voilà. Au lancement, j'ai éventuellement besoin d'aller dans une autre rubrique que celle par défaut. Et puis au moment où on a détecté que je déclarais un intérêt pour le contenu qui m'est proposé par défaut, bah là, on l'efface. Idem sur Le Monde, où quand je vais lire un article, ça va démarrer. Ah, ça démarre pour vous, mais pas pour moi. Intéressant. Pardon, en plus, l'article est hyper mal choisi, c'est horrible. Voilà. À partir du moment où je commence à lire un article, tout s'efface. J'ai même plus de barre d'état, rien. Uniquement le contenu, pour me permettre de me concentrer sur le truc important. Le dernier point, c'était la navigation par geste. Du coup, je vais aller très vite. Ce que je veux juste que vous compreniez, c'est que commencer par ça, genre dans les briefs, on veut une application où on swipe, c'est l'horreur. Il faut tout détricoter, dire bon alors, on va reprendre du début. Qu'est-ce qu'on met dedans? À quoi ça sert pour les utilisateurs? C'est quoi les usages? Et s'il se trouve qu'on invente des gestes pour que l'utilisateur soit plus efficient, ok, mais on ne commence pas par ça. On utiliserait des gestes pour plein d'avantages, c'est la fin. Je vous laisserai les lire. En tout cas, les gestes, c'est super. Par contre, ça peut être super. Par contre, n'oubliez pas qu'ils sont très peu découvrables. Genre, je peux pas compter dessus. Donc, je suis obligée de les doubler ou d'utiliser d'autres techniques, mais la plus importante, c'est de les doubler. Doubler, ça veut dire que vous mettez aussi un bouton visible sur l'interface pour faire la même chose. Le Monde, là, je peux fermer un article en appuyant sur la croix et en swipant. Ça, c'est doubler le geste. Bon, j'ai plus le droit d'avancer, donc je vois bah non, quand même, t'as dépassé, voilà. Je vous laisserai découvrir le reste, mais le plus important, c'est vraiment ça, c'est au moins d'être conscient que le geste est pas découvrable. Je vous ai mis une petite conclusion.